ce beau projet qui parle de patrimoine. Alors, qu'est-ce que le patrimoine? On ne va pas faire un long débat, on ne va pas faire une longue conférence. Je donnerai un mot aujourd'hui. Ce qui me vient à l'esprit, c'est le mot de vie. Et parce qu'en créant ce centre d'études et de recherche du patrimoine sanarien, dont l'acronyme n'est pas très heureux, certes, écoutez, on n'a pas réussi à faire mieux, on avait la volonté, avec le docteur Ferdinand Bernard, de faire vivre le patrimoine sanarien. Vivre le patrimoine sanarien, c'est quoi? C'est tout d'abord poser des mots précis, justes, une expertise scientifique sur chacun des domaines pour vraiment indiquer ce qu'est le patrimoine sanarien. C'est aussi lui donner la possibilité de vivre, de s'exprimer, de se renouveler de manière très diverse, dans des formes artistiques comme dans des formes plus réfléchies, des études. Et peut-être aussi nous apprendre et apprendre à nos enfants à mieux se conduire. Alors, il est vrai que le programme est très vaste, parce que si on pose des mots sur le patrimoine sanarien, bien il me vient à l'esprit quelques monuments qu'on a arrachés à Olioul. Je sais qu'il y a des Olioulais dans la salle, parce que nous étions à l'origine le port d'Olioul. Et puis, on a pris notre autonomie. Alors, c'est vrai qu'à Olioul, quand même, on en vit les belles pierres. Il y a quand même de très beaux monuments à Olioul. Alors, nous, on a quand même la batterie de la Cride. On a quand même une belle tour. Alors, tantôt, on m'a dit qu'elle était sarrasine, tantôt, on m'a dit qu'elle était romane. Je vais mettre les chercheurs à justement essayer de répondre à ce mystère, ou peut-être de ne pas le résoudre. C'est peut-être pas si important que cela. Alors on a aussi une belle église. Une église qui a été infléchie par un grand monsieur, qui fut maire et aventurier. Aventurier et maire, je ne sais pas. Yves Stalloni a la réponse. Michel Pacha. Alors il y a des noms aussi comme ça. Il y a Cousteau. Mais il y a aussi tous ces pêcheurs que j'ai vus. Aussi, il y a tous ces horticulteurs, il y a ces viticulteurs, il y a ces gens qui ont des histoires à raconter, des anecdotes. Et voilà, c'est tout ça le patrimoine sanarien, et il était important qu'on ne le perde pas. Alors, ce soir, je voudrais vous remercier tous de nous aider, la mairie de Sanary, déjà porter sur les fonds baptismaux, je dirais, ce centre. Alors, un terme un peu pompeux pour une réalité qui est modeste, mais qui est quand même exigeante aussi. On est exigeant avec le patrimoine. Il faut être sûr et exigeant. Alors, je voudrais signaler donc, la présence de plusieurs personnes. Alors, tout d'abord, des collègues élus, donc Madame Gluck, du conseil municipal de Toulon, et qui a été... qui nous suit, donc avec le docteur Ferdinand Bernard depuis de longues années, et qui nous pousse à travailler. À chaque fois qu'elle voit le docteur Ferdinand Bernard, elle dit « il faut que vous travailliez sur les exilés, il faut approfondir cette histoire ». Eh bien, sachez qu'il vous a écouté. Il vous écoute depuis très longtemps, et il vous remercie, et je vous remercie de votre présence. Nous avons aussi la présence de notre pasteur, Noémie Woodward, parce qu'il y a aussi les églises, mais il y a aussi un temple. Et tout ça, voilà, la Sanary, c'est ça. C'est une communauté qui vit et qui fait vivre la ville. Donc, merci de votre présence, Noémie. Nous avons également donc, la présence de M. Legras, président de la MOPA, donc c'est un grand honneur pour nous. La présence aussi de Christian Melka, conseiller spécial du président du Pandémie, M. Chouraki, avec lequel nous allons faire énormément de choses ensemble. On va continuer à cheminer ensemble. Il y a beaucoup de belles choses à faire ensemble. Et donc, le président actuel de l'Académie du Var et le président honoraire, donc
le professeur Buty et Monsieur Kérigui. Donc vraiment, c'est un grand honneur pour moi, je vous remercie. Voilà. Alors pour envisager ce patrimoine sanarien, il nous fallait réunir des intellectuels et des chercheurs. Et là, nous avons puisé justement parmi les membres de l'Académie du Var. Et je voudrais remercier du fond du cœur donc les deux présidents que j'ai eu l'honneur de connaître et de nous avoir fait confiance et d'avoir répondu positivement. Tous les membres qui ont répondu positivement, je me permets de les nommer. Le professeur donc Gilbert Buty, historien. Jacques Kérigui, président honoraire de l'Académie du Var et ancien conservateur général de la bibliothèque. André Fourès, commissaire général de la Marine. Philippe Granaro-Dolo, docteur ès-lettres agrégé que nous avons entendu souvent ici. Yves Stalloni, qui est par ici aussi, docteur ès-lettres agrégé, romancier, enfin, voilà. Franz Gottbrecht, professeur d'allemand. Daniel Hauser, professeur agrégé, docteur en sciences mathématiques, germaniste et angliciste. Pierre Sanson, professeur agrégé. Aurélie Renaud, qui va lancer cette belle soirée par une belle conférence. On reviendra tout à l'heure sur Aurélie Renaud, docteur ès-lettres. Merci Aurélie d'être là. Olivier Lemierre, professeur certifié de lettres, animateur de l'UTLS. Université du temps libre sanarien. Claude Picano, ancien inspecteur d'académie, fondateur d'Éducadre en résidence à Aix-en-Provence. Et enfin, le grand frère, Jean Picano, docteur ès-lettres, mon ami. Une personne sans qui, et j'ai un peu d'émotion, excusez-moi, mais vraiment, je voulais remercier Jean du fond du cœur, parce qu'il a effectué un travail, il s'est démené, et nous devons beaucoup. Merci, merci Jean. Il sait tout le bien que je pense de lui. Merci. Et merci à son épouse, parce que je le kidnappe très souvent. Donc, merci. Merci Jean. Alors, nous aurons également donc, des conseillers techniques sous la houlette donc, de Madame la directrice générale des services, Vanessa Struck-Fayol, qui vont apporter, selon les thématiques, leur contribution administrative, leur regard de technicien. Alors, il y aura Amandine Nalivon, donc pour la partie patrimoniale et conservatoire, Ardiane Serris, donc qui est au piano, vous voyez qu'on est multifonction à la mairie de Sanary, qui est la directrice de la médiathèque, Patrick Mokorea, pour l'office de tourisme, directeur de l'office du tourisme, car vous n'êtes pas sans savoir que, évidemment, le patrimoine sanarien a aussi un intérêt sur le plan touristique, mais il s'agit de proposer aux touristes une information juste. Donc, c'est pourquoi nous avons besoin de vous, mesdames et messieurs, les intellectuels, les chercheurs, pour nous aider dans la justesse de cette information. Alexandra Gardon, donc c'est Alexandra qui est la responsable du service communication, à qui l'on doit donc ces belles affiches. Aurélie Riquelme, qui a en charge donc toute la partie maritime, et notamment qui s'occupe à l'heure actuelle de l'organisation de la batterie de la Crique, qui va devenir donc un lieu, après avoir été restauré, donc un lieu de culture, d'exposition et de recherche également en direction donc du patrimoine maritime de la ville. Alexis Théard qui travaille avec elle, et Virginie Martin qui est donc responsable du service culturel. Et puis il y aura également quelques élus, donc Eliane Thibault qui est élue à la médiathèque, à l'office de tourisme, donc il y a plusieurs connexions, et également au patrimoine. Iris Daman qui est élue au patrimoine sacré. Donc ça, c'est une dimension de notre patrimoine très intéressante. Bernard Roger, dont
dont le père était l'historien de la ville. Et nous espérons, avec Bernard, pouvoir aussi, figer et passer aux générations suivantes toutes les petites anecdotes, l'histoire du Sanary populaire. Donc ça, c'est une belle transmission que nous souhaitons faire. Philippe Veneuve, qui est élu au patrimoine, Pierre Chazal, qui est élu au théâtre Gailly, et là aussi, voilà un personnage, hein, le chanoine Gailly, ex-acteur, etc. Bon, voilà, vous voyez que les recherches, il y a bien des pistes. Daniel Elster, pour la partie donc maritime, et voilà. Donc ce conseil sera placé sous la présidence du docteur Ferdinand Bernard et aura pour président d'honneur monsieur Manfred Flügge. Voilà, donc Manfred Flügge, c'est un grand auteur, c'est un grand auteur allemand qui a beaucoup œuvré pour la connaissance de l'histoire des exilés germanophones à Sanary, et notamment à travers ce très bel ouvrage, donc Amer Azur, et alors celui-ci, voilà mon allemand. Exil en paradis. Exil en paradis. Merci. Donc, il y a une petite anecdote. Vous voyez qu'il y a quelques éléments qui m'entourent ici, et vous avez ici un manuscrit. Alors, il y a une histoire, là aussi. Il y a une petite histoire. Figurez-vous que Manfred Flügge, en 2007, il représentait la ville de Sanary dans une fête du livre à Saint-Cyr, qui se tenait à Saint-Cyr. Et à côté de lui, il y avait un bouquiniste. Il se part et il découvre ce livre, un manuscrit qui s'appelait donc La figurante de Sanary, qui a été écrit donc par une personne qui a été exilée à Sanary, qui est venue se retrancher à Sanary, et et il a récupéré le livre, nous avons acheté les droits, et ensuite il en a fait donc une traduction, nous lui avons confié une version allemande, et qui vit ses beaux jours. Alors il nous dit que ce texte raconte la vie en exil sous une forme romanesque, mais j'ai mis tous les noms en clair. La valeur de témoignage étant plus importante, la valeur littéraire est faible, de Rick à Balthus, un des fils de Klossowski. Donc tout est raconté là-dedans. Donc c'est un très joli témoignage, et qui fait revivre Hilde Stiel, qui était donc l'auteur de ce roman. Donc vous avez le manuscrit. Alors, beaucoup de personnes, comme Manfred Flügge, se sont penchées sur le patrimoine sanarien pour le faire connaître. Alors, je voulais citer aussi une jeune femme qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, qui s'appelle Nathalie Nierarka, qui vient de publier un ouvrage qui s'appelle Exil unten Palmen. Alors là, je crois, on s'en peut très compris. Donc, qui se désole de ne pas être parmi nous ce soir, comme Manfred Flügge, pour des raisons de santé, lui. Et il y a aussi d'autres personnes, beaucoup d'artistes, qui ont trouvé dans le patrimoine sanarien une source très riche d'inspiration. Alors, par exemple, on a un romancier parmi nous, donc Yves Stalloni, qui a repris la vie aventureuse déjà de Michel Pacha, et qui en a fait un roman. Et nous avons eu, donc, dans le cadre de la fête du patrimoine, donc, l'honneur de recevoir donc, cette exposition qui a été faite, donc réalisée par la plasticienne Sophie Assoun-Béguin, que vous voyez là au micro, qui a réalisé notamment cette œuvre là. Donc, de cette exposition, vous verrez, Mireille va en faire un bel ouvrage. Donc, aujourd'hui, Sophie Assoun-Béguin nous regarde de là où elle est. Voilà, elle s'en est allée, nous laissant
une très très belle œuvre. Et ça a inspiré aussi donc, la poétesse Mireille Pochladnik, qui je vais demander de bien vouloir venir à côté de moi, qui ont proposé donc cette très belle exposition qui s'appelle Exil et transmission. Je vous m'excuser. Donc ces deux femmes ont trouvé dans leur exil personnel, leur histoire personnelle, donc l'histoire du génocide arménien pour Sophie et l'histoire du génocide juif, la Shoah, donc pour Mireille, des échos de résonance avec ce qu'avaient vécu nos exilés. Et donc, du coup, elles ont fait cette belle exposition. Mireille est rentrée en relation avec Manfred Flück, qu'elle ne connaissait pas, et qu'à travers donc, un ouvrage. Et elle travaille en collaboration à la réédition de l'ouvrage dont nous vous avons parlé, et elle lui a dédié ce poème que je lui ai demandé de lire en introduction. Sanary-sur-Mer, donc Manfred Flück. Mer bleu-azur, manteau de brume, le ciel ouvre le crépuscule. Vagabondage. Formes insolites, les nuages tracent des cocons de lumière. Ondes solitaires, marées éphémères. Au feu des arbres secs, une pluie d'étincelles tombe sur la mer. Entre les pointes de la Cride et de la Tourette, une plage émerge de la paroi rocheuse. Havre de paix. Le soleil écarlate se meurt et le murmure des étoiles est le chant de l'exil en Méditerranée. Merci. Le patrimoine est vivant. Alors le premier thème que nous avons choisi pour cette année, c'est de nous porter sur la période de l'entre-deux-guerres, où Sanary donc a accueilli beaucoup d'exilés, artistes, intellectuels, écrivains. Et je vous annonce déjà la tenue d'une table ronde le 17 mai sur les autodafés nazis au Petit Gali, qui sera animée par Jean Picano, avec Gilbert Butti, Philippe Granarolo et Yves Stalloni. Mais pour l'heure, on va laisser place à Aurélie Reynaud et je vais demander à Jean Picano de bien vouloir présenter notre oratrice. Madame la première adjointe, Madame la première adjointe, chère amie, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de l'Académie du Var, mes chers confrères, mesdames et messieurs, présenter la conférencière est une charge agréable car je l'ai connue, jeune étudiante, et j'ai apprécié immédiatement ses goûts littéraires. Elle aimait Chateaubriand. Et son premier travail universitaire est consacré au vicomte, dont on sait qu'il fut un enchanteur par son style. En étudiant des martyrs de Chateaubriand, Aurélie Reynaud obtint sa maîtrise avec la mention « très bien ». Elle eut la même mention pour son diplôme d'études approfondies et elle soutint sa thèse en 2010. Les paradoxes du mal, titre de sa thèse, ont attiré l'attention des universitaires et elle fut sollicitée par la recherche. Elle fut appelée pour des conférences publiques car le sujet bouleversait des auditeurs. Vous avez deviné que cette jeune professeure aixoise a enseigné à tous les publics scolaires. Elle a l'expérience des collégiens, des lycéens, et elle enseigne aux étudiants et aux adultes, puisqu'elle est chargée de cours dans les IUFM, qu'on appelle aujourd'hui ESPE, et dans les stages organisés par le rectorat d'Aix-en-Provence. Je dois vous signaler qu'elle a co-organisé un colloque sur la question du mal pour Georgetown University à Doha, au Qatar. La liste de ces publications serait trop longue à énumérer,
mais je sais qu'elle fut l'un de mes co-auteurs pour un livre que nous avons publié ensemble aux éditions du Temps en 2004. Aurélie avait seulement 24 ans. En avril prochain, vous pourrez feuilleter chez votre libraire l'anthologie éditée par Hatier. Ce livre est dirigé par notre conférencière. Vous avez bien voulu, chère Aurélie, venir à Sanary pour l'inauguration du Centre d'études et de recherche du patrimoine. Vous avez entendu l'hommage rendu à Manfred Flügge, qui, le premier, a ouvert la voie à cet aspect de la ville. Sans lui, un pan entier de la mémoire de la ville serait resté dans l'ombre. Des écrivains, des artistes, comme dit l'Académie du Var, que leur pays avait exilés, sont venus au bord de la mer Latine et se sont remis à écrire. L'un d'eux, Léon Feuchtwanger, a écrit un ouvrage qui a éveillé votre intérêt. Il a un titre terrifiant, « Le diable en France ». En France, et non pas à Sanary, car Sanary, pour cet amoureux du Sud, n'est pas en cause. Le diable, s'il vous plaît, vous qui avez exploré les racines du mal, pourriez-vous nous expliquer ce que veut dire cet homme blessé, exilé et obligé de fuir non plus sa patrie, mais son pays d'adoption et de refuge où il aimait voir la mer et sentir le Mistral? Mesdames et messieurs, faisons bon accueil à Aurélie Renaud, car elle vient nous parler de l'un des aspects du patrimoine sanarien. Bonsoir et merci à Monsieur Picado pour cette présentation vraiment élogieuse. Je vais vous parler effectivement du diable en France de Lion Feuchtwanger. J'ai vu mes collègues d'allemand pour essayer de prononcer correctement son nom, mais c'est difficile. Feuchtwanger. Alors, Feuchtwanger est davantage habitué à proposer des œuvres purement littéraires, des pièces de théâtre ou encore des romans historiques comme le Jules Sus, dont vous avez dû entendre parler, dans la mesure où cet ouvrage, publié par la ville de Sanary, met à l'honneur les artistes étrangers à Sanary et propose une confrontation entre le livre de Feuchtwanger et le film nazi sorti peu de temps après le livre, un film qui fait passer évidemment le Jules Sus pour une figure du diable, suivant la propagande nazie. Donc Feuchtwanger a été déchu évidemment de sa nationalité par Hitler dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933. Feuchtwanger a trouvé refuge, vous le savez, à Sanary, où il va rester pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il soit contraint de fuir aux États-Unis. Il n'est donc pas un habitué des textes autobiographiques, il n'en publie qu'un seul durant sa carrière, c'est ce livre, Le diable en France. Vous pouvez trouver ce livre au Camp des Nils. Voilà, j'ai voulu voir s'il était disponible ailleurs, sur Internet, et j'ai l'impression qu'il n'existe plus que d'occasion, hein, je ne me trompe pas. Mais on peut l'acheter au Camp des Nils. En tout cas, c'est dommage. C'est dommage. Par contre, le Jules Sus, que j'ai amené également et que vous voyez en photo, ce livre vient d'être réédité dans une nouvelle traduction, puisqu'il faut savoir que dans sa première version, il comportait 200 pages en moins. D'accord, là il est très épais, c'était une belle infidèle. Donc un livre de 400 pages au lieu de pas loin de 700 pages. Il était à la disposition des Français, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Bon, ça c'est trop tôt. Alors Feuchtwanger propose donc une autobiographie, comme je vous le disais. Quand il était dans le camp, il a pu avoir l'occasion d'écrire ce qu'il vivait sur un petit journal, mais ce journal a été perdu. C'est pourquoi, dès le début du livre, il s'excuse de ne pouvoir travailler qu'avec sa mémoire. La mémoire est profondément... la mémoire est profonde, a des failles, de nombreuses failles. Feuchtwanger précise qu'on se rappelle parfois de choses peu importantes, alors que des personnes qui ont compté pour nous ont complètement disparu de nos mémoires. Le souvenir agit, je cite, selon des lois que ma conscience est incapable d'éclaircir, mais qui ont certainement un rapport avec mon être le plus intime. Donc la mémoire opère des choix. Tout au long de ma vie, je n'ai cessé de m'étonner de ce phénomène qu'est la mémoire, et qui me semble être la fonction la plus étrange de l'esprit humain. Alors que je suis capable de me souvenir de rencontres avec des gens parfaitement anodins,
au point que je me rappelle le moindre détail des visages que j'ai aimés. Je suppose qu'il en va de même pour tout le monde, au point que je me rappelle le moindre détail des visages que j'ai aimés semble... Je n'y arrive pas. Donc des visages que j'ai aimés semblent perdus à tout jamais. Donc nous sommes face à un paradoxe, la mémoire est bel et bien arbitraire. C'est elle qui va décider dans Le Diable en France de ce que Feuchtwanger va nous raconter. Ainsi, dans l'épisode du train qui va emmener les déportés loin du camp d'Émile, enfin loin, pas si loin que ça, nous le verrons puisqu'ils arriveront à Nîmes, on retiendra le moment où un homme s'est rendu compte que quelqu'un a marché sur son dentier, mais on ne connaîtra pas le nombre exact de wagons, la durée exacte du trajet, la façon dont les repas étaient distribués. Nous n'avons pas accès à ces détails-là, puisque Feuchtwanger ne nous fournit que ce dont il se rappelle. Il conclut donc un véritable pacte autobiographique avec le lecteur, en précisant que sa mémoire est nécessairement arbitraire, mais que pour lui c'est un avantage. Je cite, « Oui, je pense que l'arbitraire de la mémoire constitue un avantage pour l'écrivain. Il l'oblige à cette absolue sincérité qui est la condition de toute écriture. Il l'oblige à ne rendre que celle de ses visions qui en sont réellement. Dans ce cas particulier, la perte de mon journal, l'absence de notes objectives, me contraint à ne parler que de choses qui m'ont touché au plus profond de moi-même. Le récit sera donc, dit-il, subjectivement sincère et vrai sur le plan littéraire. Feuchtwanger va raconter la vérité, sa vérité, et présente son œuvre comme un témoignage. » Avant de vous parler du Diable en France, je voudrais vous parler de Dieu en France, puisque Feuchtwanger parle d'une expression, « Wie Gott in Frankreich », comme Dieu en France, et il associe Dieu en France, c'est ce que sous-entendait M. Picano tout à l'heure, il associe Dieu en France à la ville de Sanary. Alors tout d'abord, la citation. Chez nous, en Allemagne, quand quelqu'un vivait confortablement, on disait qu'il vivait comme Dieu en France. Cette expression signifiait probablement que Dieu se sentait bien en France, qu'on y vivait librement et qu'on y laissait vivre les autres, que l'existence y était facile et confortable. Nous voyons ici l'adverbe librement, les adjectifs faciles, confortables. Tous les exilés qui se rendent à Sanary associent cette ville aux notions de liberté, mais aussi de confort, de facilité, des notions extrêmement positives. Et aucune de ces personnes ne va pouvoir envisager qu'on va les envoyer dans le camp d'Émile. La secrétaire de Feuchtwanger lui demande à plusieurs reprises pourquoi il refuse de s'enfuir en Amérique. Et sa réponse est « Je me sens trop bien dans la maison de Sanary-sur-Mer, je refuse de partir ». Alors cette maison est décrite. Il y a 6 ans, je me trouvais dans ma maison blanche et tranquille de Sanary, dans le midi de la France, au milieu de mes livres. Des oliviers descendaient vers une mer très bleue. Je me sentais bien dans cet environnement et n'avais pas la moindre intention de quitter cette maison. La mer est qualifiée ici de très bleue. Il insistera tout au long de son œuvre sur le bleu de cette mer, puisque à un moment donné, lorsque les Allemands, les Autrichiens, qui sont en train de fuir l'arrivée des nazis dans un train, se trouvent à proximité de Pau, ils aperçoivent la mer, et on peut lire, page 219, « Nous avions retrouvé notre mer orientale, la Méditerranée. Elle s'étendait là, sous le soleil. Elle brillait de son bleu sombre, et les 12 stries d'écume blanche se soulevaient ici et là. Nos cœurs se mirent à battre la chamade. » Donc la mer, notre mer orientale, la Méditerranée. Nous sommes ici face à ce que l'on appelle une épanorthos, bon, qu'importe. Il reprécise sa pensée, notre mer, mais quelle mer? Une mer qui qualifie d'orientale, la Méditerranée, la mer d'un bleu sombre. Cette mer qui a séduit les réfugiés politiques allemands. Sanary est donc explicitement associé à Dieu en France. C'est un lieu présenté comme calme, serein, propice à la création littéraire. Le paysage qui entourait ma maison était très beau. Il en émanait une paix profonde. Les montagnes, la mer et les îles, une côte admirablement découpée, des oliviers, des figuiers, des pins, quelques maisons éparpillées. Il régnait un grand silence. Une petite brise soufflait. Bon, j'ai voulu trouver une photo reflétant ceci, mais vous connaissez très bien le paysage de Sanary. Donc, ce qui compte essentiellement pour Feuchtwanger, c'est le silence. Il insistera sur ce point tout au long du Diable en France, puisque lorsqu'il sera dans le camp d'Émile, puis dans le train, et enfin sous les tentes de Nîmes, il sera confronté à un bruit permanent. Il n'aura jamais une seconde de calme. C'est donc ce silence qui est propice à la création, comme je vous le disais. Il précise aussi qu'à chaque fois qu'il rentre de Paris par le train de nuit et qu'il revoit les côtes de Sanary, je cite, « Quand je sentais à nouveau autour de moi la douceur de vivre méditerranéenne, je poussais un profond soupir de soulagement
et me réjouissais d'avoir choisi de vivre sous ces cieux-là. Et lorsque je montais au sommet de la petite colline, vers ma maison blanche et ensoleillée, que je retrouvais mon jardin et sa paix profonde, mon grand bureau si clair qui donnait sur la mer, quand je revoyais les contours fantasques de ces côtes et de ces îles, ainsi que l'immensité infinie qui s'étendait derrière, quand je retrouvais mes livres, alors toutes les fibres de mon être me disaient « C'est ici que tu es chez toi, cet univers est le tien ». De même, lorsqu'il m'arrivait d'avoir bien travaillé pendant la journée et que je me promenais à la nuit tombante dans le silence de mon jardin, que seul le ressac de la mer et parfois un petit cri d'oiseau venaient troubler, je me sentais en accord avec mon univers et pénétrée de bonheur. Mais du jour où je dus m'attendre à être internée, une deuxième fois, le paysage perdit soudain pour moi ses couleurs et ma vie sa saveur. Je me suis attardée sur cette citation un peu longue parce que le lyrisme est très rare dans Le Diable en France et les moments lyriques, les moments d'exaltation sont bel et bien associés à la ville de Sanary et je tenais à souligner ce point avant de décrire l'expérience de l'internement que va subir Lion Feiwanger dans le camp des Nils. Alors, tous les ressortissants allemands et autrichiens jusqu'à la limite d'âge de 56 ans, une limite qui ne va pas tarder à être bousculée, tous les hommes également de la Légion étrangère vont être internés au camp des Mines. Le camp des Mines, pour ceux qui n'y sont pas allés, à proximité d'Aix-en-Provence. Ils ont pour cela besoin d'un laissez-passer. Feiwanger ironise assez rapidement en disant que habituellement, chaque fois qu'il avait besoin d'un tampon administratif, les délais étaient longs, mais là, pour être interné, il a eu son tampon, son laissez-passer très rapidement. Il a pu se rendre au camp des Mines, muni d'une petite chaise pliante, de couverture et d'un ouvrage de Balzac, d'un ouvrage comportant 6 livres de Balzac. Il se rend dans ce camp. Comme tout le monde, il doit laisser son argent à l'entrée du camp des Mines. Il explique que ce sera difficile de récupérer des sommes, que ce sera difficile de récupérer cet argent, qu'il ne pourra obtenir que des petites sommes. Et il nous explique ensuite qu'on lui donne un numéro, le numéro 187. Ils sont d'emblée privés de toute dignité, privés de leur identité, privés de leur nom. On rencontre en ce camp toutes les professions, des coiffeurs, des cafetiers, et on rencontre quelques personnalités célèbres, mais alors que nous aimerions avoir davantage de renseignements sur ces personnalités. Je pense notamment au peintre Max Ernst et à l'écrivain expressionniste allemand Walter Hassenclever. Nous n'apprenons pas grand-chose sur eux, surtout Max Ernst est évoqué sur une île, point, on ne sait rien. Quant à Walter Hassenclever, on apprend qu'il trouve la mort dans le camp des Nils. Il demande la veille du départ du train qui doit permettre aux réfugiés allemands et autrichiens de s'enfuir devant l'arrivée des troupes d'Hitler. Hassenclever demande à Lion Feiwanger s'il pense qu'ils ont beaucoup de chances de s'en sortir, et Feiwanger ne répond que nous n'avons que 5% de chances de nous en sortir. Hassenclever va alors se suicider, prendre beaucoup trop de médicaments, et il meurt le jour même où effectivement les Allemands et les Autrichiens peuvent fuir du camp des Nils. Feiwanger culpabilise quelque peu évidemment, et que ce soit Feiwanger ou ses camarades, tous demanderont à ce que son corps ne soit pas pris par les nazis qui arriveraient au camp. Et le commandant du camp promet évidemment de mettre les papiers d'un officier français dans la poche d'Hassenclever pour être sûr qu'il ne se passe rien de grave concernant sa dépouille. Dans le camp, il y a d'abord 3 groupes, les Allemands, les Autrichiens et les anciens soldats de la Légion étrangère. Alors je précise tout de suite que je m'appuie uniquement sur le livre de Feiwanger, Le Diable en France. Il y a eu énormément d'autres nationalités dans le camp des Nils. Donc ces personnes sont ensuite divisées en groupes de 20 hommes. Feiwanger est installé au milieu d'une très grande salle de la Tuilerie du camp des Nils. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Il a déjà été interné une première fois, mais il a pu être libéré très rapidement. Il a même eu l'honneur de rencontrer le président de la République et ne pensait pas du tout pouvoir être interné une seconde fois, aussi pour ces raisons-là, parce que tout le monde savait que c'était quand même tout de même une personne qui résistait à Hitler. Ce que Feiwanger note, c'est qu'au lieu d'être complètement traumatisé par cette expérience, au lieu d'arriver tremblant au camp des Nils ou apeuré, il se sent bien. Pourquoi ? Parce que je connaissais le moindre coffrage de bois qui condamnait les fenêtres,
la moindre latte, la moindre brique. Il est étrange de constater à quelle vitesse l'homme est capable de créer un lien avec son environnement immédiat. Il semble vouloir partager immédiatement avec les objets inanimés qui l'approchent quelque chose qui touche à son être le plus intime. Il connaît ce lieu, et le fait de connaître ce lieu le rassure, même si c'est très bien que ce n'est pas un endroit particulièrement réjouissant. Le camp va se remplir progressivement de nouveaux arrivants, les Luxembourgeois, les Hollandais, les Belges, les Scandinaves. La limite d'âge de 56 ans disparaît rapidement. On voit arriver des personnes au camp qui ont une soixantaine d'années, notamment un chanteur d'opéra de 60 ans, qui est interné, je reviendrai sur ce point tout à l'heure, qui est interné simplement parce qu'on pense que c'est un officier nazi. Pourquoi ? Parce qu'on dispose d'une photo de lui déguisé en Don José dans l'opéra Carmen de Bizet. C'est une raison suffisante pour être interné à 61 ans quand la limite d'âge est de 56 ans. Alors dans le camp, on a tout d'abord une certaine solidarité, puisque quand Furtwängler arrive, ses camarades lui aménagent un espace pour lire, écrire. Il va avoir une petite table, un petit banc, c'est du moins ce qu'il nous dit dans Le Diable en France. Toutefois, la promiscuité est gênante. Comme je le disais, le calme de Sanary contraste avec cette atmosphère du camp d'Émile. Furtwängler note qu'il y avait toujours, je cite, 100 personnes autour qui bavardaient, riaient, priaient, soupiraient ou ronflaient, lâchaient un pet, sentaient mauvais, transpiraient, se lavaient. Un bruit permanent, une odeur permanente, d'autant plus que la dysenterie finira par s'installer. Et donc les odeurs par s'accentuer. Alors l'emploi du temps communiqué par Furtwängler est le suivant. Le réveil a lieu à 5h30. Que se passe-t-il ? Tout d'abord une course aux latrines, puisqu'il n'y a que 4 latrines pour l'ensemble des détenus. Ils sont très nombreux. Je ne pourrais pas dire un mauvais chiffre. Furtwängler dira qu'ils seront 2000 à fuir en train et il reste autant de monde dans le camp à ce moment-là. Ce qui signifie qu'il y a entre 4 et 6 000 personnes durant cette période du camp. Mais à vérifier avec un historien. À 7h30, on fait l'appel. On fait l'appel et on distribue les tâches à accomplir pendant la journée, à savoir nettoyer les cours. Il y a aussi une corvée de cuisine. Et puis Furtwängler dit qu'il s'agit surtout de faire voler la poussière, parce que concrètement, il n'y a rien à faire dans le camp. Ceux qui ne travaillent pas vont essayer de mettre le temps à profit pour apprendre les langues, mais, je cite, « il est impossible de se concentrer en plein soleil, dans la poussière et dans le bruit ». À 11h30, c'est le déjeuner, une soupe aux lentilles et aux pois, avec un peu de viande et surtout du bromure pour calmer les ardeurs sexuelles de ces messieurs qui sont enfermés. Nous avons également dans cette soupe beaucoup de poussière. Certains ne pouvaient s'empêcher de citer le célèbre vers du Faust de Goethe « Tu mangeras la poussière et avec joie encore ». Une cantine est le matin à leur disposition, mais attention, cette cantine est surtout à la disposition des personnes de la Légion étrangère. Elles ont accès le matin, tandis que les autres, les Autrichiens, les Allemands et les autres nationalités, n'ont accès à cette cantine que l'après-midi. Alors les personnes de la Légion étrangère achètent tout ce qui se trouve dans cette cantine et revendent tout beaucoup plus cher l'après-midi. On voit bien que la contrebande se développe. Les soldats de la garde font également entrer en fraude de la nourriture. Il y a des cafetiers dans le camp qui vendent leur café. À 14h, on a un deuxième appel. L'après-midi, on déplace les briques. La nuit, ce sont des disputes sur le thème « Ouvrez la fenêtre, fermez la fenêtre, ouvrez la fenêtre, fermez la fenêtre ». Il n'y a jamais de silence, il fait froid, il n'y a toujours que 4 latrines, donc il y a aussi la queue pendant la nuit. Une épidémie de dysenterie apparaît. Les catacombes sont alors ouvertes. Alors, Furtwängler ne s'attarde pas tellement sur les catacombes, ce lieu qui renvoie à un lieu culturel viennois où se réunissaient tous les intellectuels. Donc, dans le camp d'Émile, on ouvre de nouveau ce lieu intellectuel, les catacombes. Et Furtwängler dit seulement que dans ce lieu, on discutait de tout ce qui relevait de la culture, de la littérature. Il n'insiste pas tellement sur les pièces de théâtre qui ont pu être jouées dans les catacombes. Il y avait tout de même 100 à 200 personnes, dit-il, pendant ces nuits. Le camp est associé à la poussière, au bruit, une poussière qui envahit le sol, la nourriture, les hommes. Tous les occupants du camp commençaient à se ressembler de plus en plus à cause de la poussière et de la saleté. Chacun était nettement marqué par son caractère propre. Alors, la photo que j'ai choisie pour illustrer la saleté, la poussière, il s'agit d'une photographie tirée de la pièce numéro 187 qui s'est jouée au camp d'Émile encore, là en 2018, et qui a été
que l'on a pu voir également les années précédentes. Enfin, moi, pour ma part, je l'ai vu 3 fois, numéro 187. Je ne sais pas si ça se jouera de nouveau l'année prochaine. Oui. Donc, si c'est le cas, je vous invite vraiment à aller voir. Il s'agit d'une pièce qui s'inspire de cette première partie du récit de Feuchtwanger, toute la partie qui concerne le camp des Milles. On voit à quel point les personnages sont animalisés, ils vont se mettre à laper, la fameuse soupe à la poussière, à imiter des cris d'animaux. Je reviendrai tout à l'heure sur les cris d'animaux, puisque oui, il y a une personne dans le camp qui s'amuse à faire cocorico. C'est assez étrange. Et au niveau des vêtements, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, là les vêtements sont évidemment uniformes. Il y a énormément de poussière. Et quand vous assistez au spectacle, vous sentez cette poussière. Il y a un certain malaise qui se crée. C'est vraiment une façon de reproduire ce qui a pu se passer au camp des Milles, qui est extraordinaire. C'est un spectacle que je recommande fortement. Excusez-moi pour cette parenthèse publicitaire. En tout cas, donc le camp vraiment est associé à la poussière. Les personnes se ressemblent. Nous ne formions finalement qu'une immense horde informe, en loques, sale, négligée. Et pourtant, tous ces hommes ont su s'adapter à la situation, tous ces hommes ont su s'habituer. Feuchtwanger note même qu'au bout de quelques jours, tous agissent comme s'ils étaient là depuis des années. D'après lui, l'homme s'habitue à tout, même à l'horreur. Certains étaient à Dachau, Buchenwald. Tous étaient unanimes pour dire qu'on les avait contraints à assister à des exécutions sommaires, à des châtiments corporels publics et d'autres choses de ce genre. Et tous disaient qu'à la fin, le spectacle de ces horreurs ne leur faisait plus aucun effet. Il s'agit là du témoignage des victimes. On peut penser également au témoignage des bourreaux. Je vous renvoie au livre de l'historien Christopher Browning, Des hommes ordinaires, sur les unités mobiles d'extermination, les Einsatzgruppen. Quand on lit ce livre, on a des témoignages de ces soldats recrutés par Hitler pour aller exterminer, entre guillemets, les sous-races sur place. Enfin, ils sont partis liés à la campagne de Russie. Et surtout, ce que racontent ces hommes, c'est que la première fois qu'ils ont été amenés à tuer quelqu'un, c'était difficile, mais que dès la 3e ou la 4e fois, ils se sont habitués à l'horreur. On trouve également ce type de témoignage dans les films de Ritipan sur le génocide cambodgien, sur l'autogénocide cambodgien. Les bourreaux disent la même chose. Au départ, on ne voulait pas tuer, on se sentait mal, on vomissait, et ensuite, on s'est habitué à tuer. C'était devenu un travail comme un autre. Donc l'homme s'habitue à tout pour Feuchtwanger. Ici, l'idée est la même. Voir des exécutions ou des tortures est dur les premières fois, mais ensuite, on ne réagit même plus. Alors, les personnes dans le camp vont apprendre que les Allemands sont sur le point d'envahir la France. La zone des Milles est bombardée. Les détenus vont se cacher dans le bâtiment et non pas dans des tranchées qu'ils ont été amenés à creuser tout autour du camp. Là encore, un travail absurde. On leur avait dit de creuser ces tranchées pour pouvoir s'y mettre en cas de bombardement, mais ils savent pertinemment au moment où ils creusent ces tranchées que s'il y a un bombardement, le camp lui-même s'écroulera sur eux et que finalement ils mourront sous les décombres. C'est pourquoi ils vont se cacher effectivement dans le bâtiment lorsque les nazis bombardent les environs du camp. Les réfugiés politiques en tout cas se savent en danger. 3 délégations successives iront voir le commandant du camp. Le commandant du camp est un ancien chapelier du village. Et le commandant va accepter d'affréter un train pour pouvoir les conduire loin des nazis, pense-t-il. C'est donc la deuxième partie du livre, si l'on peut dire, le moment où les Allemands, les Autrichiens, en tout cas 2000 personnes, vont vouloir s'enfuir. Alors ces personnes-là vont être traitées comme du bétail, elles ne peuvent pas s'asseoir dans le train. Les wagons... Alors oui, j'ai mis le wagon C'est le wagon qui se trouve devant le camp des Milles. C'est évidemment un wagon qui est là pour le devoir de mémoire par rapport à toutes ces personnes qui, dans la seconde période du camp, vont être envoyées à Auschwitz et y trouver la mort. En tout cas, moi j'ai mis cette illustration surtout pour montrer la taille des wagons. Donc on a mis énormément de personnes dans ces wagons, on les a entassées comme du bétail. Elles ne pouvaient ni s'asseoir ni s'allonger, évidemment. Elles ont dû laisser toutes leurs affaires à l'entrée du camp des Milles, parce qu'il fallait de la place pour tout le monde, afin de s'enfuir face à l'arrivée des nazis. Lorsqu'ils sont dans ce train, ils vont croiser évidemment toutes les personnes qui sont en train de fuir du nord de la France vers le sud de la France. Donc le train va passer par plusieurs villes, Arles, Sète, Bayonne, mais arrivé à Bayonne, le bruit court que les nazis sont en train d'arriver. Évidemment, c'est la panique.
et ils vont décider de faire demi-tour. Ils vont se rendre compte, ironie du sort ou comique de situation, en tout cas humour noir dont on ne sait pas qui, ils vont se rendre compte que les nazis qui étaient en train d'arriver à Bayonne, c'était eux, tout simplement, parce que ce sont des Allemands dans un train, le train arrive à Bayonne. Donc les nazis sont en train d'arriver. Ils ont fui, dit Feuchtwanger, ironiquement, devant leur propre ombre. Ils préfèrent en rire plutôt qu'en pleurer rétrospectivement. Et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver à proximité de Nîmes, dans une ancienne ferme en pleine nature, qui s'appelle Saint-Nicolas. Alors, pour les tentes de Nîmes, je vous ai mis des tentes de Massillan, parce que je n'ai pas trouvé les tentes de Nîmes, mais c'était des tentes comme celle-ci. Ils arrivent à Nîmes. Alors, Feuchtwanger, dans un premier temps, est heureux d'être dans la nature. Il y a un contraste avec le camp des Milles, mais rapidement, ça va ressembler au tableau de Bruegel l'Ancien, dit-il, dans son œuvre. Alors, les tentes sont dressées. Ces tentes abritent 16 personnes. Vous voyez la taille des personnes autour de la tente. Donc, rapidement, ils sont gênés les uns par les autres. Ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ont la toile de tente dans le visage. Des latrines sont creusées tout autour du camp, ce qui fait que rapidement, le camp est marqué par une odeur extrêmement nauséabonde. Toujours la même, excusez-moi. Donc, à Nîmes, ils ont davantage de liberté. Au camp des Milles, les femmes, des personnes internées qui voulaient communiquer avec leur mari ne pouvaient pas entrer dans le camp. Ils se contentent d'être devant, de crier. Là, il suffit que les personnes internées passent sous le grillage pour pouvoir rejoindre leurs épouses. Il n'y a plus aucune surveillance. En même temps, personne ne peut s'enfuir parce que les papiers sont toujours détenus par le commandant de ce nouveau camp. Alors, Feuchtwanger envisage de s'enfuir. Il part lui-même à Nîmes pendant 2 nuits. 2 nuits où il va retrouver un certain apaisement chez un policier à la retraite. Et quoi qu'il en soit, l'un de ses amis lui demande de retourner dans le camp. J'ai bientôt fini mon résumé. Il lui demande de retourner dans le camp pour pouvoir remplir des papiers de demande d'asile politique. Feuchtwanger retourne dans ce camp. Sa femme, elle, oui, vous allez me dire, je n'ai pas parlé une seule fois de Martha Feuchtwanger, sa femme qui avait été envoyée, il n'en parle quasiment pas, en fait, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Sa femme a été envoyée au camp de Gurs, je pense que je prononce sûrement mal encore ce nom. Elle a été envoyée au camp de Gurs, puis elle s'est enfuie du camp et a décidé de rejoindre son époux. Elle a contacté l'éditeur américain de Feuchtwanger. Ils ont mis en place un plan d'évasion. Feuchtwanger va donc pouvoir s'enfuir des tentes de Nîmes déguisées en femme, donc de façon assez grotesque, mais c'est ce qui va lui permettre de rejoindre Marseille et de là de partir en Amérique. C'est pourquoi il aura la vie sauve. Avant de partir du camp, il attrapera tout de même, comme tout le monde, la dysenterie. Bon, donc, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'il développe un certain art du grotesque. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre fondé sur le pathos, la souffrance, la plainte. C'est un peu comme quand vous lisez Primo Levi, si c'est un homme et que l'on vous dit qu'il cherche à adopter un style objectif et qu'il ne veut pas se lamenter pour que les gens aient accès de façon directe à ses souffrances. Feuchtwanger, lui, va faire le choix, en plus de l'objectivité, du grotesque. Alors, qu'est-ce à dire? Tout d'abord, lorsqu'il arrive au camp des Milles, je vous l'ai dit, il est avec sa petite chaise pliante, ses couvertures, son livre. Il se prend les pieds dans ses couvertures, dans sa chaise pliante. Il lui arrive de tomber à plusieurs reprises. Heureusement, des personnes vont l'aider. Il présente ça de telle sorte que nous soyons amusés. Ensuite, il va nous parler de certains personnages grotesques, comme un propriétaire de cinéma, qui fait rire tout le monde parce qu'il se déplace tout le temps avec un pyjama blanc très sale. Il promène un petit chien. Pourquoi est-ce qu'il a un petit chien? Parce qu'il a soudoyé évidemment les gardes du camp. C'était interdit. Feuchtwanger nous parle d'un autre personnage grotesque, un professeur. Il est décrit à la page 59. Il est devenu fou suite aux tortures que lui ont fait subir les nazis. Et il rassemble autour de lui des disciples. Il improvise des conférences ni comiques ni sérieuses et amuse tout le camp. Ce personnage revient tout au long du livre. Un autre personnage peut faire rire, c'est un voisin de paillasse d'un rabbin. C'est lui qui imite les cris d'animaux. Il imite évidemment le coq, mais aussi la vache, le chien, le cheval, le rossignol. C'est un personnage assez désagréable. Donc le fameux voisin de paillasse du rabbin. Non content de beugler, de hennir en permanence à ses oreilles, il le pinçait et le frappait. Il n'était pas rare que les autres soient obligés d'intervenir pour les séparer. Ce personnage, dès le lever du soleil, pousse un violent cocorico, évidemment. Donc Feuchtwanger exploite, on le comprend, le comique de caractère. Bon. Il utilise aussi le comique de situation.
comique de situation. On vient d'assister à un comique de situation, mais comme vous êtes poli, vous n'avez pas ri, c'est gentil. Le comique de situation, comme je vous l'ai dit, peut concerner ce chanteur d'opéra qui est interné simplement parce qu'il a posé déguisé en Don José pour l'opéra de Carmen. Un autre exemple, lors de son premier internement, Feuchtwanger a pu assister à Yom Kippour, le jour des expiations. Les Juifs ont obtenu l'autorisation de construire un temple. À la fin de la journée, je cite, « Ils allèrent voir un groupe de détenus dont tout le monde supposait qu'il s'agissait de nazis et leur lancèrent « On cherche des antisémites pour la destruction du temple. » Voilà. Donc, Feuchtwanger cherche à décrire la situation générale du camp avec humour. Il se justifie ainsi, c'est page 293, c'est au moment où il se trouve sous les tentes de Nîmes. C'est volontiers que je m'attarde à la description des événements parfois grotesques que j'ai vécus dans le camp de toile de Nîmes. Pendant le temps que j'y ai passé, mon regard se posait davantage sur les détails cocasses que sur la situation générale qui était plutôt attristante. Il s'agit pour lui de ne pas se sentir triste en permanence. C'est une forme de résistance, en fait, cet humour. Si je n'étais pas moi-même efforcée de prendre conscience du grotesque de ma propre situation et de la situation des autres, j'aurais difficilement pu survivre à cette existence triste et humiliante sans en garder des séquelles psychologiques. Et tiens donc psychologiquement grâce à cette distance opérée par son humour. Il s'agit aussi pour lui de nous décrire un monde absurde. Alors il n'utilise pas à proprement parler la figure de Sisyphe que vous reconnaissez sur le tableau de Titien, mais ça correspond exactement à ça, cette idée de déplacer des pierres pour rien. Donc ce n'est déplacer des pierres pour rien. Je vous l'ai dit, l'après-midi était consacré, ou je ne l'ai pas dit, je ne sais plus, l'après-midi dans le camp était consacré au déplacement des pierres d'un point A vers un point B. Donc le monde décrit par Feuchtwanger est absurde. La guerre elle-même est présentée comme absurde. Il parle d'une confusion barbare. Il rejette explicitement toute tentative de rationalisation de l'absurde. Il note avec humour « L'histoire consiste à donner un sens à l'absurde », a dit un jour un excellent professeur allemand qui fut ensuite assassiné par les nazis. Ce qui sous-entend bien que certaines choses n'ont pas de sens. C'est le cas de l'internement des ressortissants allemands ou apatrides. Personne ne cherche à savoir s'ils représentent vraiment un danger pour la nation. Feuchtwanger va multiplier les exemples d'internement absurdes. Par exemple, page 22, il évoque un pâtre allemand, sa femme et son propre cas. Des enquêtes minutieuses et répétées avaient montré que nous étions des adversaires du régime nazi. Mais avait-on incarcéré les Allemands de Paris parce qu'on les considérait comme dangereux ? Donc Feuchtwanger a été reçu, je vous l'ai dit, par le président de la République en personne. Il est un opposant connu à Hitler. Et pourtant, il est incarcéré comme les autres. Et dans les tracts que les avions anglais déversaient sur le territoire français, on pouvait lire des citations de mes œuvres. J'avais écrit des livres dont l'arrière-plan était la barbarie des nazis, des ouvrages que des millions de lecteurs avaient lus. Et les nazis m'avaient désigné dans de nombreuses manifestations comme l'ennemi public numéro 1. On comprend donc que la colère puisse l'envahir. La nuit, je me disais, en ce moment même, au moment où tu es là, allongé sur ta paillasse, il y a des gens un peu partout dans le monde qui lisent tes livres sur la barbarie nazie et dont le cœur se remplit de colère devant cette barbarie, alors que toi, tu es interné ici pitoyablement et dans des conditions indignes, et l'on te soupçonne d'être un complice de ces barbares. La colère que m'inspirait l'absurdité de cet état de choses, le caractère borné des autorités françaises, me révoltait au plus profond de moi-même. La situation est bien qualifiée d'indigne. On a énormément d'autres exemples, et notamment toutes les personnes qui ont combattu dans la Légion étrangère. Feuchtwanger insiste bien sur le fait qu'ils ont servi 20 ans, 30 ans sous le drapeau français, et que les soldats de la Légion étrangère se retrouvent internés au camp des Milles. Il évoque également le cas d'un homme qui est interné alors que ses 4 fils sont en train de combattre pour la France. Il parle d'un Tchèque aussi, qui a demandé à venir en France pour servir sous le drapeau français. Que fait-on ? On l'envoie au camp des Milles, au lieu de l'envoyer au front. Pourquoi ? Parce que c'est un étranger. Alors Feuchtwanger cherche tout de même une petite explication. Non, les autorités compétentes savaient parfaitement que les espions et les saboteurs, les amis des nazis, les chefs de la 5e colonne, se trouvaient partout, sauf parmi nous. Elles savaient qu'ils étaient très haut placés, puissants et influents. Nous, on nous avait incarcérés dans le seul but d'impressionner la population. Il s'agirait en fait de détourner l'attention de la population. Elle ne doit pas voir à quel point son gouvernement est incompétent. Et elle doit se sentir surtout protégée.
c'est la première explication trouvée par Feuchtwanger. Mais il va préférer une autre explication qui donne son titre à l'ouvrage. Et donc je réponds seulement maintenant à la question posée par M. Picano, qui est donc ce diable en France. Donc c'est effectivement, je vous l'ai dit, Dieu se sent bien en France. Et Feuchtwanger dit que si Dieu s'y sent bien, le diable ne s'y sent pas trop mal non plus. Attention, il distingue deux types de diables. On le verra, le diable d'abord du traditionnel évidemment, avec les cornes, le diable sadique, méchant, et un diable beaucoup plus dangereux, le diable du je m'en foutisme. Pour qualifier leur indifférence dans la vie courante, les Français utilisaient volontiers l'expression de je m'en foutisme. Je ne crois pas que notre malheur soit dû à de mauvaises intentions de leur part. Je ne crois pas que le diable auquel nous avons eu affaire en France en 1940 ait été un diable particulièrement pervers, qui aurait pris un plaisir sadique à nous persécuter. Je crois plutôt que c'était le diable de la négligence, de l'inadvertance, du manque de générosité, du conformisme, de l'esprit de routine, c'est-à-dire ce diable que les Français appellent le je m'en foutisme. Donc ce diable renvoie à une attitude qui est dénoncée par deux philosophes, Hannah Arendt et Gunther Anders. Gunther Anders qui était l'un des maris d'Hannah Arendt d'ailleurs. Donc pour Hannah Arendt, vous le savez, on n'a pas besoin d'être mauvais, d'être méchant pour accomplir le mal. Il suffit d'obéir aux ordres. C'est ce qu'elle démontre dans Ishmael à Jérusalem. Pour Hannah Arendt, il faut avant tout réussir à ne pas obéir aux ordres, à se poser la question des conséquences que peuvent avoir ces ordres. C'est ce qu'elle démontre dans Responsabilité et jugement. Oui, je vous ai mis dans l'exemplier une citation d'Hannah Arendt concernant l'impératif éthique. Parce que pour Hannah Arendt, je dois pouvoir dire, face à ce que l'on me demande de faire, ça, je ne peux pas le faire. Et pour elle, c'est ça la chose la plus importante, réussir à se demander si ce que l'on nous demande de faire correspond à nos idéaux moraux ou non. Réussir à rester soi et finalement résister à la tentation de simplement obéir sans réfléchir. Gunther Anders, je l'ai emmené mais peut-être pas sorti, mais Gunther Anders, c'est dans Le temps de la fin, aux collections de Lerne, insiste aussi sur le fait qu'à force d'obéir aux ordres, que va-t-il se passer un beau jour ? Je vous ai mis également des citations de cet auteur. Le temps de la fin va arriver. Notre vie dépend de quelqu'un qui peut appuyer sur un bouton et faire sauter toute la planète simplement en obéissant aux ordres et sans se demander quelles seront les conséquences du fait qu'il appuie sur ce bouton ou non. En tout cas, les soldats qui ont gardé le camp des Milles ne sont pas du tout décrits comme des personnes méchantes. Bien au contraire, ce sont des gens qui ont été recrutés dans le village des Milles, des personnes que tous les internés connaissaient, et ces personnes-là ont accepté de devenir les gardiens des internés et ont même pu parfois profiter d'eux dans la mesure où ils ont introduit des choses qu'ils revendaient dans le camp. En tout cas, le problème, c'est que ces personnes-là n'ont pas suivi d'impératif éthique. Donc je reviens à Feuchtwanger, l'impératif éthique finalement, ça je ne peux pas le faire. C'est quelque chose qui est inaccessible aux fonctionnaires français, si on croit l'auteur. Pourquoi ? Parce que les fonctionnaires français, et je sais j'en fais partie, mais bon, sont dominés par un diable qui se confond avec le je m'en foutisme. Il y a même une blague, on va dire, qui circule dans le camp. Je vous ai dit que l'âge avait été relevé de 56 ans à 61 ans. Une plaisanterie un peu désabusée qui circulait dans le camp expliquait qu'une autorité supérieure avait sanctionné par je m'en foutisme et par méchanceté ce qui n'était qu'une erreur d'écriture d'un employé. Un employé s'est trompé et a marqué comme limite d'âge 61 ans. À partir de là, évidemment, non. Enfin, les personnes de 61 ans sont allées dans le camp alors que jusqu'ici c'était limité à 56 ans. Feuchtwanger ajoute, le diable en France était un diable aimable, plein de manières. Ce que sa nature avait de diabolique se manifestait seulement dans l'indifférence courtoise dont il faisait preuve face aux souffrances des autres, dans son je m'en foutisme et sa lenteur administrative. Nous aurions pu plus aisément nous défendre contre la bassesse et la cruauté que contre l'esprit de système et le je m'en foutisme. Le diable, donc c'est la citation qui apparaît ici, le diable auquel nous avions affaire était un diable mou, un diable mollusque, le diable en France. Quand on s'en prenait à lui, il n'offrait aucune résistance, au contraire. Il semblait se retirer, s'échapper. Mais ce n'était que pour mieux prendre ses aises ailleurs. C'était un peu comme le grand Peer Gynt, donc un livre d'Ibsen dans lequel le personnage
après de nombreuses péripéties, va se retrouver marchand d'esclaves et en même temps fervent défenseur de la morale. C'est normal. Tout peut être justifié. Donc Feuchtwanger s'est donc retrouvé incarcéré à cause du je m'en foutisme français, qu'il associe à l'indolence, à la bêtise, à l'absence d'impératif éthique. C'est là l'origine du mal pour lui. Donc Feuchtwanger a l'impression de se trouver aussi en enfer, c'est pourquoi il va convoquer lors de l'épisode des Tantes de Nîmes les tableaux de Bruegel ou encore de Goya. Lorsqu'il est en proie à la dysenterie, il a l'impression de voir les chauves-souris de Goya. Non, il ne s'agissait pas de chauves-souris, elles n'avaient aucune réalité, c'était celle de Goya. Donc ces chauves-souris de Goya qui sont extrêmement oppressantes. En tout cas, on comprend bien que pour nous décrire cette expérience de l'internement, Feuchtwanger n'hésite pas à se servir de sa culture, puisque la culture, comme dans toute la littérature concentrationnaire, la littérature permet de résister, mais aussi de comprendre finalement ce que l'on est en train de vivre. Il s'agit de résister au phénomène d'animalisation. Ils sont numérotés, ils sont transportés comme du bétail, mais ils veulent rester des hommes. La culture est nécessaire. Ils vont donc, on l'a dit, rouvrir les catacombes, on va trouver des spectacles de théâtre, mais Feuchtwanger, lui, insiste, je vous l'ai dit aussi, sur les conversations intellectuelles. Par exemple, page 65, quelques Viennois très cultivés préféraient rester assis sur leurs chaises pliantes ou leurs briques ébréchées, à deviser sagement sur des livres, sur de la musique ou sur quelques autres beautés et agréments de leur vie passée. Il précise, plus loin, on se souvenait de ces belles choses désormais disparues, et l'on débattait sur la question de savoir si James Joyce avait réellement apporté quelque chose de neuf à la littérature, ou si cette nouveauté n'existait pas déjà auparavant, par exemple dans certains récits de Schnitzler. Arthur Schnitzler, qui a bien, dans les années 1920, montré que le moi est multiple dans le temps, dans l'instant, bien avant Joyce. Bon, enfin bien avant. Feuchtwanger fait donc allusion ici à la crise de l'identité, un thème exploité par Joyce, mais déjà présent dans les œuvres de Schnitzler. Le camp comporte de nombreux intellectuels qui se livrent à la pratique de la citation. Une pratique qui leur sert à prouver, je cite, aux autres qu'on était cultivés, mais peut-être et surtout à travailler sa mémoire, ne pas les oublier totalement. C'est une citation de la page 290, afin de rester un homme. Lorsque Feuchtwanger est atteint de dysenterie, il va se réciter un passage du Cantique des Cantiques. Puis, il va chercher dans sa mémoire un poème de Heine. Il se dit, si je retrouve l'arbre du poème de Heine, je ne mourrai pas dans ce camp. C'est sa philosophie du fatalisme, sur laquelle je n'aurai sûrement pas le temps de revenir tout à l'heure. Donc, il s'agit pour Feuchtwanger de conserver sa culture et d'éclairer finalement son œuvre avec la culture. Il y a une citation de Saint-Augustin qui circule dans le camp. « In faecibus lascimur, in faecibus morimur. Dans la fange nous laissons, dans la fange nous mourrons. » Un plaisantin désabusé avait inscrit cette citation sur la porte de l'une des baraques. Et il l'avait complétée comme suit. « In faecibus vivimus. » Dans la fange nous vivons. Donc il s'agit pour eux de jouer finalement avec leur culture pour mettre à distance, on l'a dit, l'horreur. L'intertexte biblique est fortement exploité par Feuchtwanger. Il est d'origine juive, il est issu de la bourgeoisie juive assimilée. Il ne se présente absolument pas comme un pratiquant, simplement comme un homme cultivé. L'intertexte, ce qu'on appelle un intertexte, vous le savez, c'est le texte dont on s'inspire pour écrire un livre. L'intertexte biblique est omniprésent. On le trouve, ça c'est l'épigraphe du premier chapitre. Les Égyptiens contraignirent les Israélites au travail et leur rendirent la vie amère par de durs travaux, préparation de l'argile, moulage des briques. C'est ainsi qu'Israël bâtit pour Pharaon les vieux entrepôts de Python et de Ramsès. Feuchtwanger revient sur cette citation dans le corps du texte pour expliquer qu'il a le sentiment de faire la même chose que ses ancêtres, à savoir entasser des briques. Mais, vous allez le voir, ce qu'il y avait d'irritant, de révoltant cependant, c'était la totale absurdité de ce travail. On nous demandait de déplacer le tas de tuiles que nous avions érigé. Il n'hésite pas à dire que finalement, paradoxalement, les Hébreux sous Pharaon étaient plus heureux parce qu'au moins leur travail avait un sens, alors que lui, son travail n'a aucun sens. Les internés ne bâtissent rien, mais déplacent des briques d'un point A vers un point B. C'est un jour où ils déplacent de façon absurde des briques que lui revient à l'esprit ce verset de la Bible qui évoque les enfants d'Israël, contraints de fabriquer pour Pharaon des briques destinées aux entrepôts de Python et de Ramsès. La vie de nos ancêtres était plus dure que la nôtre, car ils devaient travailler sous le fouet du maître.
mais il me semblait qu'ils avaient plus de chance que nous, car le travail qu'ils effectuaient avait au moins un sens. Donc la douleur liée au travail forcé n'est pas du tout niée. Évidemment, le travail c'est tripalium, l'objet de torture. Donc cette souffrance n'est pas niée, mais pour Feuchtwanger, le fait de travailler sans aucun sens est la pire des choses qui soit. Si vous voyez l'année prochaine la fameuse pièce de théâtre dont je vous ai parlé, numéro 187, il déplace effectivement des briques sur scène, en répétant « Python, Ramsès », pour renvoyer à ce passage de la Bible. Cet épisode biblique qui va conduire à la fuite des Hébreux en dehors d'Égypte va être de nouveau évoqué, page 197, lorsqu'ils sont tous dans le train pour fuir le camp des Nils. Ils m'injuriaient, voulaient revenir en arrière, sortir de cet affreux train. Ils voulaient retourner en Égypte et retrouver la viande de Pharaon. Ici, Feuchtwanger se présente de façon implicite comme un double de Moïse, avec humour évidemment, dans la mesure où c'est lui qui est allé représenter les internés auprès du commandant pour dire qu'il fallait d'urgence les envoyer en dehors du camp. En tout cas, oui, dans le train, la nourriture n'est pas chaude, au camp des Nils, elle l'était. Il y a un autre passage, évidemment, de nouveau au début, cette fois du chapitre 3, on peut lire « Maudite soient tes entrées, et maudite tes sorties. Yahvé fera de toi un vaincu en face de tes ennemis. Sortis à leur rencontre par un chemin, par sept chemins tu fuiras devant eux. Le matin tu diras, qui me donnerait d'être au soir? Et le soir tu diras, qui me donnerait d'être au matin ?» Alors quand Feuchtwanger fait des citations, il n'indique absolument pas de quel livre c'est tiré, donc on doit faire des recherches pour retrouver. Là c'est issu du Deutéronome, 28.9 et 28.36. Pourquoi? Parce qu'il a mis ensemble deux citations situées à une vingtaine de lignes d'écart en réalité. Alors il s'agit du passage où donc Moïse a reçu les 10 commandements, et soit il obéit avec son peuple aux 10 commandements et il est béni par Dieu, soit il n'obéit pas, il sera maudit par Dieu. Ce passage concerne la malédiction divine, d'où maudite soient tes entrées et maudite tes sorties. On retrouve ici, par sept chemins tu fuiras devant eux, sortis à leur rencontre par un chemin, par sept chemins tu fuiras devant eux. Donc on a toujours cette idée de fuite que l'on va retrouver dans le diable en France, fuir devant les nazis, soit parce que les nazis sont présents au moment du bombardement dessus du camp des Nils, soit parce que les nazis sont censés être à Bayonne. En tout cas, je les retrouve systématiquement. 28.9 s'arrête à eux. 28.36 commence à « Le matin, tu diras qui me donnerait d'être au soir ?» Le soir, tu diras qui me donnerait d'être au matin. Il s'agit ici de traduire la souffrance des internés qui sont finalement impatients d'être au soir pour moins souffrir, et puis impatients d'être au matin pour moins souffrir, puisque la nuit ressemble également à l'enfer avec ses cris permanents autour d'eux. Une autre citation, dans le chapitre « Les tentes de Nîmes »:« Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. » Alors cette phrase, elle est prononcée par un prophète, Bilaam, qui a été envoyé par Balak, roi de Moab, pour maudire Moïse et les Hébreux, qui après 40 ans passés dans le désert, arrivent enfin à proximité de la terre promise. Au lieu de les maudire, Bilaam, inspiré par Dieu, s'exclame « Quelles sont belles tes tentes, Jacob, et tes demeures, Israël !» Cette citation est prononcée par les Juifs qui entrent dans une synagogue pour prier. À Nîmes, Feuchtwanger et ses camarades se retrouvent sous les tentes, et cette fois la citation est ironique, parce que « Quelles sont belles tes tentes ?» Évidemment, non. Surtout qu'elle se caractérise par une odeur nauséabonde, donc vous l'avez compris. Les citations de la Bible ne constituent donc pas toujours une grille de lecture du monde, ou plutôt cette grille de lecture peut aussi être ironique, ce qui montre bien que Feuchtwanger adopte une certaine distance avec le discours biblique. Celui-ci appartient à sa culture avant tout, bien plus qu'il n'est une religion. On retrouve tout de même une dernière épigraphe d'origine biblique au début du dernier chapitre, Les Jardins de Marseille. Ça correspond au moment où Feuchtwanger se retrouve libre après s'être enfui de Nîmes. Je ne sais plus si je vous l'ai mise, non. Ils entendirent le pas du Seigneur qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. C'est dans la Genèse. Cette citation est retirée de son contexte. Elle est très belle. Ils entendirent le pas du Seigneur qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. La brise du jour, on pense enfin à la liberté retrouvée de ces personnes surtout de Feuchtwanger qui a été interné. Dans son contexte, il s'agit du moment où Adam et Ève ont peur de l'arrivée de Dieu puisqu'ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils se cachent alors pour que Dieu ne les voie pas. Est-ce que ce motif de se cacher renvoie au fait que Feuchtwanger
va encore devoir se cacher puisqu'il est à Marseille et il a une fausse identité, ce qui lui permet de s'enfuir. Feuchtwanger a pris le soin d'enlever les références de sa citation pour que nous ne retenions que le motif du jardin, celui de la brise, celui du jour, des signes de renaissance. Feuchtwanger a donc incorporé ses connaissances culturelles à son discours. Les citations font partie de son œuvre. Citer permet de conserver son identité dans le camp. Ça permet aussi de créer. La création littéraire se veut témoignage, mais elle possède aussi une dimension cathartique, même si elle se passe du pathos. On trouve des références à 2 créations autres que celle de Feuchtwanger dans l'œuvre. L'une est restée célèbre, vous la connaissez. Il s'agit du Chant des Marais, cette chanson simple, chantée par les Allemands, que les nazis avaient internée. Une chanson qu'il est impossible d'oublier quand on l'a entendue une fois. C'est l'un des chants les plus douloureux du monde, et nous le fredonnions avec lui. Alors, nous allons entendre, non pas l'intégralité du chant, mais effectivement, les personnes se sentent profondément aliénées. Et c'est un chant qu'admire Feuchtwanger. Il utilise les superlatifs les plus douloureux pour bien dire que la création artistique peut exprimer la douleur. Elle peut aussi exprimer l'amertume. Il évoque un homme qui chante une chanson qu'il a composée. Je n'ai pas cette chanson évidemment. Dans cette chanson, cet homme parle avec amertume de l'hospitalité française. Tout comme Feuchtwanger, dans certains passages du Diable en France, se plaint de cette hospitalité. Il pense être chez lui, il ne l'est pas. Donc cet homme, tout comme Feuchtwanger, a ressenti le besoin de composer. Feuchtwanger a donc conscience de la force des mots, du pouvoir qu'ils peuvent avoir sur l'homme. Dans Le Diable en France, on trouve également une réflexion sur le langage, vous l'aurez compris. Je vais vous résumer la fin de ma conférence, pour pas que ce soit trop long. Il évoque la propagande nazie. Vous voyez ici la radio. Feuchtwanger raconte qu'il est malheureux lorsqu'il entend à la radio les voix de ces anciens acteurs qui jouaient dans ces pièces de théâtre en Allemagne. Ces personnes sont devenues des représentantes du régime nazi. Et Feuchtwanger distingue 2 types de personnes. Les personnes d'imagination qui sont capables de ressentir le réel et de juger par elles-mêmes parce qu'elles sont en prise avec le monde qui les entoure, et les personnes qui, au contraire, sont complètement dépendantes de ce qu'elles entendent à la radio, au cinéma, dans les médias, et qui refusent de juger par elles-mêmes. Ce sont ces personnes-là qu'il dénonce avant tout. Il insiste vraiment sur le rôle joué par la radio dans la propagande nazie. Je ne vous ai pas mis la petite chanson nazie, évidemment, à l'écoute. Il passait cette chanson à la fois entraînante et mièvre. « Donne-moi la main, donne-moi ta main blanche, car nous allons partir en guerre contre l'Angleterre. » Avec son archaïsme complet, son héroïsme moyenâgeux, censé rappeler une anse de pacotille, c'est une des chansons les plus stupides du monde. Bon. Donc Feuchtwanger, évidemment, est sévère, il a raison, avec cette chanson nazie, la anse de pacotille, la anse germanique. C'était une association des villes marchandes. Cette association a joué un rôle dominant politiquement et économiquement du XIIe siècle au XVIIe siècle. Cette chanson laisse entendre que ce passé glorieux peut renaître et que l'Angleterre doit être dominée par l'Allemagne. L'efficacité de cette chanson sur les esprits est renforcée par le chant, juste après, de l'hymne nazi, Deutschland über alles, donc l'Allemagne au-dessus de tout. Et évidemment, il évoque cet hymne grossier et vulgaire des nazis, qui est le Horst Wessel-Lied. L'hymne national a été composé par Horst Wessel et constitue un appel au combat pour la liberté, ce qui, pour Feuchtwanger, est scandaleux. Il utilise des adjectifs grossiers, vulgaires. Comment les nazis peuvent-ils se prévaloir de défendre la liberté ? On devine que Feuchtwanger va s'en prendre à la figure de l'orateur, la figure d'Hitler en personne. Pour cela, il commence par critiquer une personne du camp, un avocat,
qui veut à son tour aller parler au commandant du camp pour activer les choses, pour s'enfuir plus vite du camp, sauf que le commandant lui dira « vous me retardez plutôt que vous ne me poussez à agir plus vite ». Et Feuillwanger va écrire « Attends, d'abord, il est dangereux de faire confiance à un orateur. J'ai pour principe d'attendre de lire le discours imprimé avant de me faire une opinion définitive. » Évidemment, il prend comme exemple Hitler pour son public. Adolf Hitler, par exemple, est le meilleur orateur qui soit. Et pourtant, il n'a jamais exprimé au cours de sa vie la moindre idée qui lui valut la peine qu'on l'imprime. Non, j'exagère. Il y a quelques pages intéressantes dans son livre Mein Kampf. Ce sont celles où il parle de l'orateur et de la différence qu'il voit entre l'orateur et l'écrivain. Ces passages sur l'orateur et la propagande sont pertinents. Ils valent la peine d'être lus, aujourd'hui et demain aussi, car ils remontent du tréfonds d'un être qui n'est capable de rien d'autre que d'enflammer des foules. Ils démontrent, sans le vouloir, le danger qui existe à écouter le discours chatoyant d'un bon orateur sans prendre les précautions les plus élémentaires. C'est pourquoi je vous ai mis ces images d'Hitler en plein discours. On voit vraiment l'importance de ces gestes au moment de son discours. Des gestes qui vont captiver l'auditoire et faire en sorte que personne finalement n'écoute ce que signifient ces paroles, d'après Feuillwanger. Donc Feuillwanger insiste vraiment sur l'importance qu'il y a à lire le discours d'un orateur plutôt que de se contenter de l'écouter. Je terminerai simplement en résumant ce qu'il appelle lui sa philosophie du fatalisme. Il a toujours été convaincu que son heure n'était pas venue dans le camp. Il dit qu'il n'a pas de chance pour tous les petits problèmes du quotidien, toutes les tâches administratives notamment, mais que par contre pour les grands événements de sa vie, il a toujours eu beaucoup de chance. Et il est convaincu lorsqu'il est dans le camp que sa mort ne va pas être... que son instant... Vous avez compris qu'il ne va pas mourir immédiatement, bien que tout le monde autour lui dise « Mais tu sais que Goethe et la plupart des auteurs allemands sont morts après leur 9e livre. » Et Feuillwanger est convaincu qu'il ne mourra pas avant d'avoir écrit son 14e livre. Il en est convaincu. Alors, j'ai regardé, quand même, par curiosité, mais je ne suis pas très sûre de la source, puisque je suis tombée sur la bibliographie des ouvrages de Feuillwanger, j'ai trouvé 14. Alors, cette bibliographie était-elle juste ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il n'est mort qu'après son 14e livre, évidemment. Et il n'est pas mort dans le camp, comme vous le savez. Alors, pour conclure, Feuillwanger nous invite à croire en la vie, l'accepter telle qu'elle se donne. Bienvenue aux bonnes comme aux mauvaises choses. C'est ce qu'a écrit un jour un poète allemand. Et lorsque j'étais enfant, je me répétais souvent cette maxime du Talmud qui, à propos du mal, explique « Gam suit les taureaux, cela aussi pour le bien ». Cette citation du Talmud invite à croire en une espèce de providence divine. Le mal finirait peut-être par déboucher sur du bien. Et d'ailleurs, le livre ne se termine aucunement sur une note pessimiste. Si Feuillwanger reconnaît l'existence de gens mauvais, il croit aussi en l'existence de gens bien, les justes. J'ai dû faire l'expérience que la bêtise et la méchanceté des hommes sont effrénées et aussi profondes que les 7 mers. Mais j'ai aussi eu l'occasion de comprendre que la digue, qu'une minorité de justes et de sages ont érigée est plus haute et plus résistante avec chaque jour qui passe. C'est sur cette phrase que je voudrais conclure cette conférence. Feuillwanger croit au bien et au progrès de ce bien face à la montée des extrémismes. Son œuvre est un appel à la résistance. Il s'agit de refuser que des hommes ne soient plus traités comme tels et de se battre du côté des justes et des sages pour que les concepts de liberté, d'égalité et de fraternité qui ont poussé des réfugiés politiques à venir vivre en France, à Sanary plus précisément, là où Dieu se trouve si bien, pour que ces concepts puissent finalement avoir un sens. Je vous remercie. Cette conférence vraiment magnifique et très intéressante. Peut-être, Yann, quelques questions, bien que l'exposé a été quand même extrêmement précis, que des personnes voudraient profiter donc, de la présence. Ou ajouter simplement des remarques ou des compléments, notamment historiques. Le géomorphisme
Est-ce qu'il était en français dans le texte? En français dans le texte, donc indiqué en italique dans la version. Parce que nous, les Allemands, ça fait longtemps qu'on cherche une traduction ou simplement utiliser ce mot dans la langue. Il vaut mieux le dire en C'est français. impossible. Non, il n'y a pas de traduction. C'est référent culturel. Je sais pas si... Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que chaque fois, il y avait des italiques pour dire en français dans le texte. Et pas seulement pour souligner. Oui. O'Neill était quand même rassuré par le fait qu'il avait été aux USA. Il avait un éditeur là-bas, donc il ne partait pas dans l'inconnu. Sa femme, Martha, qui était une femme remarquable, avait sympathisé Eleanor Roosevelt, ce qui a quand même bien simplifié le départ, grâce à et puis l'installation était quand même relativement facile aux USA. Il y a un ouvrage qui a commencé à remplacer votre intervention en son texte, c'est Weimar en exil, ça parlait de 2000 pages de Jean-Michel Palmier, c'est remarquable. Tout ça Anna-Marie Lévy et le destin des réfugiés aux USA sur la côte Est, aussi sur la côte Ouest, est très très bien. Est-ce que vous pouvez rappeler le nom du livre, mais plus fort, il y a des personnes qui n'ont pas. Weimar en exil. Weimar en exil, 2000 pages. Merci pour cette référence, j'essaierai d'approfondir la question. Je vous propose peut-être autour, donc, dans le salon d'accueil, de nous retrouver au salon d'accueil. Nous pourrons profiter encore de la présence d'Aurélie autour d'un verre. Voilà. Et je vous remercie vraiment d'avoir assisté à cette conférence inaugurale. Merci.